Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, nous mettons en lumière les enjeux liés au système d'intelligence artificielle et à la protection des données personnelles. J'accueille sur le plateau l'expert et mathématicien à l'origine de la révélation du scandale Cambridge Analytica, l'un des plus grands cas de violation de données personnelles. Il est également le fondateur de Estia.ai, une entreprise développant Argo, une solution d'intelligence artificielle axée sur la protection des données. Sujet d'autant plus pertinent puisqu'il fait suite à l'annonce récente des députés européens concernant l'encadrement des systèmes de l'intelligence artificielle tels que ChatGPT. Nous aborderons divers aspects complexes, notamment la protection des données, l'éthique et les solutions proposées par Argo qui offre une approche plus transparente et sécurisée grâce à son infrastructure 100% suisse. Bonjour Paul-Olivier Dehaye. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et merci de venir nous aider à comprendre un petit peu ce grand mécanisme qu'est l'intelligence artificielle. Vous avez aussi fait connaissance avec notre intelligence artificielle à quelques instants, Jade, qui présente la météo. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'expert ? C'est des usages innovants de ces nouvelles technologies, oui. Ouais. Et ça doit rester un outil pour vous, l'intelligence artificielle ? Oui, l'intelligence artificielle, les ordinateurs, les algorithmes, les données, tout ça, c'est des outils principalement. Il faut les traiter comme tels, il ne faut pas être complètement subjugué par leur puissance, mais par contre, il faut chercher à les utiliser à bon escient. Je faisais allusion il y a quelques instants à une séance qui a eu lieu la semaine dernière en Belgique où tous ces grands messieurs dames de l'Europe se sont réunis pour statuer notamment sur l'intelligence artificielle. Et il y a plusieurs choses qui sont ressorties. Il y a une phrase qui ressemble à du Berset, mais ce n'est pas du Berset. Thierry Breton, commissaire européen sur les réseaux, qui dit « Nous réglementons le moins possible, mais autant que nécessaire ». Ça ressemble beaucoup, effectivement. Ça ressemble à du Berset. Hein. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que là, aujourd'hui, il y a urgence, il faut faire quelque chose, on part un peu dans tous les sens. Quel est votre avis là-dessus ? Alors, réguler juste pour le plaisir de réguler, c'est aussi un problème, parce que ça met beaucoup de charges sur les entreprises européennes. Ouais. Si après, l'Europe n'est pas prête à appliquer ces règles, et fait un peu comme le RGPD, le règlement de la protection des données, qui est bien sur le papier, mais qui en pratique n'est pas appliqué, le résultat est en fait pire, parce qu'on met des charges sur les entreprises qui veulent respecter les lois, et celles qui ne veulent pas respecter les lois peuvent toujours faire ce qu'elles veulent. Mais c'est aussi l'occasion de mentionner qu'il y a eu une autre décision qui a été prise à Bruxelles il y a une semaine. C'est la directive sur les travailleurs de plateforme. Là, on voit que c'est un métier, donc les chauffeurs Uber, les livreurs, qui est déjà réglementé par de l'intelligence artificielle. Ça affecte la vie de tous les jours de millions de travailleurs en Europe. On voit l'effet que ça peut avoir sur ces travailleurs, sur le contrôle qu'ils ont de leur travail, sur leur compréhension des enjeux autour de leur travail. Et je pense qu'on ferait bien de s'inspirer aussi, d'observer en fait ce qui se passe dans ce domaine-là, parce que ça va affecter de plus en plus de monde dans le cadre de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Ouais. Donc là, il y a urgence, il faut se réveiller, il faut réglementer, mais pas n'importe comment. Il faut mettre des règles, oui, mais il faut les placer au bon endroit. Mais ça, c'est toute la complexité du truc, parce qu'il est un petit peu parti dans tous les sens, quoi. C'est ça le problème aujourd'hui. Oui, alors le problème, c'est que c'est principalement maintenant mené par des ingénieurs. Des ingénieurs qui construisent des systèmes qu'en fait, ils ne comprennent pas. Donc on peut, si je construisais le bâtiment, je vous invitais dedans et que je dis ça tient debout mais je sais pas trop comment, ce serait pas génial. On pourrait vraiment se poser des questions si c'est de l'ingénierie ou si c'est autre chose. Si c'est pas presque du charlatanisme. Donc c'est un peu la situation maintenant. Ce qui est important de s'assurer, c'est qu'il y a toujours des humains qui ont une responsabilité. Que ces outils ne sont pas utilisés, ne sont pas déployés de telle sorte à se défausser de ces responsabilités quand après on les déploie dans des contextes qui affectent vraiment d'autres êtres humains. Donc il est encore temps d'agir et on peut encore se réveiller. Parce que là, on a vu, par exemple, prenons l'exemple de ChatGPT, il y a moins de 2 ans, on n'en parlait pas. C'est arrivé très très vite, là ça va super vite. Donc il faut se réveiller maintenant ou est-ce que c'est déjà trop tard ?
Non, il faut se réveiller maintenant, et pas seulement au niveau régulatoire. Il faut aussi, c'est toute une culture à développer, c'est toute une approche éthique, donc ça va au-delà des lois. Bien sûr. Sur comment déployer ces outils. Votre Miss Météo, vous dites qu'elle est générée par de l'intelligence artificielle. Oui. Vous ne déployez pas... C'est un exemple, oui. Il faut le dire dans la plupart des cas d'usage jusqu'à maintenant. Il faut le dire parce que les gens ne s'y attendent pas. Donc ça, c'est important. C'est pas des lois, ou en tout cas, ça dépasse le cadre des lois et ça rentre dans les normes qu'il faut construire autour de tout ça. Mais il y a aussi d'autres enjeux. Il faut s'investir dans le sujet. Il ne faut pas le subir non plus. Donc il faut aller chercher, il faut vraiment se positionner là-dessus, affirmer ce qui est important pour soi, pouvoir aller lentement si on le souhaite, mais pas non plus mettre la tête dans le sable et attendre que d'autres règlent ces problèmes pour son entreprise, pour son domaine d'activité, etc. Ça peut nous faire gagner du temps, hein, quand même, cet outil. Mais il faut vraiment l'utiliser. Enfin, il faut vraiment l'utiliser comme un outil. Hein, je l'ai dit, hein, tout simplement. Ça, c'est compliqué parce que finalement, on se rend bien compte que on devient un peu flemmard aussi. On aurait tendance à se laisser, se laisser porter par cette technologie qui nous permet d'aller un peu plus vite, de finir aussi plus vite les choses. Et finalement, c'est là le piège. Il ne faut pas tomber dans ce genre de piège, tout simplement. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, il y a un aspect de productivité, donc d'augmentation de la productivité, mais il y a aussi un aspect de générativité. Donc on génère des idées, on génère des approches. Donc il faut équilibrer les deux, et c'est la force dans le fait d'équilibrer les deux, c'est de suggérer des idées pour qu'après un humain décide « Ah, mais celle-là, elle est bonne, celle-là, elle n'est pas bonne ». Et ce faisant, que l'humain soit plus efficace. Mais pour moi, il faut toujours qu'un humain soit au maximum dans la boucle, ne fût-ce que pour pouvoir auditer ce qui s'est passé. Donc de savoir pourquoi on est arrivé à une conclusion, pourquoi on est arrivé à une décision. Alors on dit que vous êtes l'homme qui veut nettoyer le web, vous êtes un grand nettoyeur. Hein. Oui. Vous avez mis en place, votre intelligence artificielle, hein, j'en parlais en introduction. Elle est différente, cette intelligence artificielle, celle que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce qu'elle a de différent ? Elle est plus respectueuse, elle est éthiquement responsable, c'est ça jusqu'à présent, en tout cas, c'est pas une intelligence artificielle, donc c'est un panel, une offre large. Elle est aussi différente dans le fait qu'elle n'est pas absolutiste non plus. C'est-à-dire qu'on a le choix d'utiliser des modèles qui sont hébergés en Suisse, par exemple, ou des modèles qui sont hébergés ailleurs, parce que je comprends tout à fait qu'une entreprise ou même un individu veulent un peu tester tout ce qui se fait. Donc pourquoi restreindre le cadre à juste la Suisse ou le monde entier ? Donc ces choix-là, on ne va pas les faire à la place de l'utilisateur. Par contre, on va contextualiser ces choix pour l'utilisateur. Donc on va lui dire, si vous utilisez ce modèle-là, voilà les conséquences sur la protection de vos données, voilà les conséquences sur ce qu'on appelle la régénération, la régénérativité, c'est-à-dire le fait que vous puissiez réutiliser des tokens, donc des mots, de la production que vous avez déjà acheté. Dans beaucoup de ces services, en fait, on achète une génération de contenu, on nous dit qu'on en est propriétaire, mais en fait, on ne peut pas réutiliser ça dans d'autres systèmes d'intelligence artificielle. Donc, il y a déjà un écosystème fermé qui est en train de se construire, ce que peu de gens ont conscience. Donc, suivant où vous achetez, vous êtes en train d'acheter un peu une capsule de machine à café ou de l'encre d'imprimante que vous allez en fait repayer toute votre vie, très cher. Ou vous êtes plutôt en train de vous approprier les plans de l'imprimante ou les plans de la machine à café. Donc, suivant où vous allez, vous avez déjà des conséquences sur le long terme pour votre entreprise, pour vos choix propres. D'accord. Et ça nous amène à cette question des données personnelles. Et là, ça, je sais que c'est un des chevaux de bataille, un cheval de bataille. Hein. Là, c'est quelque chose avec lequel vous bataillez en quelque sorte, hein, aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'on est conscient de tout ce qu'on met comme information, que ce soit, parler de Facebook, tous ces réseaux sociaux, etc., etc. Tout ceci, ça nous amène aussi à l'intelligence artificielle, puisque finalement les deux sont liés, hein, quand même. Aujourd'hui, on est un peu inconscient de tout ce qu'on fait. Oui, on est très inconscient, on est tous inconscients. Donc moi-même, je fais beaucoup d'efforts avec mes équipes pour documenter toutes ces données qui fuitent. Donc vous avez utilisé le mot « maître ». Je contesterais, parfois c'est juste les outils qu'on a qui sont conçus pour fuiter des données à notre place. On n'a même pas le choix de ne pas le faire. On n'a plus le choix, c'est ça ? On n'a plus le choix, oui. Donc juste
cartographier toutes ces fuites de données, en quelque sorte, c'est déjà une tâche herculéenne. Donc, personne n'a conscience vraiment de où sont toutes ces données. D'ailleurs, maintenant, avec d'autres régulations européennes, donc le Digital Markets Act, Digital Services Act, on voit qu'il y a certains mécanismes qui font que les géants du web sont obligés d'un peu cartographier ce que les autres géants du web font. Donc il y a des effets un peu comme ça où ils doivent empêcher certaines circulations et eux-mêmes se rendent compte qu'ils sont complètement incapables de le faire. Donc Google ne sait pas tout ce que Amazon fait, par exemple. Ce qui est un problème quand ils veulent permettre aux utilisateurs de réutiliser des données Amazon dans l'écosystème Google, ce que les nouvelles régulations européennes permettent parce qu'elles cherchent à encourager une compétition aussi entre ces grandes plateformes. Donc en fait, tout le monde a perdu ce contrôle. On est dépassé, en fait. Oui, c'est un écosystème entier qui est inconnu de chaque acteur de cet écosystème. Oui. Mais moi, je me suis toujours battu sur les données personnelles pour expliquer que ces données représentaient un pouvoir sur nous en tant qu'individus. Bien sûr. Mais maintenant, ça devient de plus en plus facile, en fait. Ces données d'intelligence artificielle générative, c'est aussi un pouvoir sur une entreprise, sur une industrie entière. On voit avec les artistes, par exemple, qui peuvent se sentir menacés avec ces outils d'intelligence artificielle générative. Donc, ces données, en général, qu'elles soient personnelles ou industrielles, disons, c'est du pouvoir. Et donc, c'est du pouvoir économique, ça fait partie d'une vue à long terme que de s'intéresser aux enjeux autour de ces données aujourd'hui, mais aussi dans la réutilisation dans le futur pour construire des modèles, pour pouvoir même totalement perturber une industrie. Ces géants du web, ils peuvent s'appeler notamment Elon Musk. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ce matin à Elon Musk ? Oula, je sais pas, de dormir plus, de se calmer un peu. Aussi le féliciter parce que tout ce qui se passe autour de SpaceX, c'est quand même assez remarquable. C'est remarquable, oui, bien sûr. Donc je suis un gros fanat d'espace. Voilà, c'est juste... il fait avancer les choses quand même. Oui, peut-être un peu trop vite. Oui, alors il faut voir aussi la motivation. Pourquoi est-ce qu'il veut aller sur Mars ? Parce qu'il pense que la Terre va être trop petite, évidemment, avec des gens avec leur ambition et avec son ambition et d'autres. C'est extrêmement consommateur en ressources, donc on ne peut pas tous se permettre ça, disons. Mais c'est un personnage, évidemment, hors du commun et je pense que tout le monde est ambivalent un petit peu vis-à-vis de cette personne de différentes manières. Qu'est-ce que vous diriez ce matin à Mark Zuckerberg ? Ce matin, qu'est-ce que vous lui diriez ? Ce matin, j'essaierai de l'inviter à regarder avec une vue à long terme sur ce qu'il a réalisé pour le monde. Il ne faut quand même pas perdre de vue que Facebook a été accusé par les Nations Unies d'avoir contribué à un génocide au Myanmar, par exemple, que c'est vraiment une suite de ces décisions d'action rapide, de déploiement de ces outils dans des contextes où ces outils n'étaient pas du tout rodés. Ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. On peut penser aussi aux modérateurs de contenu qui eux sont exposés à des contenus absolument abominables sans aucun soutien psychologique. Donc je ne pense pas aux conséquences, ça va trop vite là, c'est ça ? Oui, c'est réfléchi. C'est dans une optique de décharge de responsabilité, comme je disais avant. C'est tous les 3 mois, il faut rendre compte aux actionnaires et tout ce qu'on peut faire passer, tout ce dont on peut réduire les coûts grâce à l'intelligence artificielle, on va le faire. Et on va le faire jusqu'à ce qu'on se fasse traîner devant le Congrès américain pour témoigner et pour dire pardon, la prochaine fois je ferai mieux. Ça commence à faire beaucoup de fois déjà. Ça commence à faire beaucoup, effectivement. À Jeff Bezos, qu'est-ce que vous voulez dire ? On va faire toute la liste. Non, pas tous, on va s'arrêter après. Oui, alors c'est du capitalisme débridé. C'est vraiment le... Il y a un aspect visionnaire à Bezos aussi avec il y a un truc qu'il a sorti à un moment donné qui s'appelle des API Mandate, qui est la manière dont il s'est adressé, donc extrêmement brutalement à toutes ses équipes, pour dire maintenant, en fait, en petites unités de 5 ou 6, vous allez tous interagir par des systèmes de programmation, en fait. Donc, réorganiser complètement son entreprise à une échelle qui est à la fois humaine, parce que c'est 5 ou 6 personnes qui travaillent en équipe forte, mais en petits nœuds qui interagissent entre eux de manière programmatique. Et en faisant ça, en fait, il a complètement révolutionné son entreprise et des industries entières, parce qu'il est parvenu à construire des services, ses équipes sont parvenues à construire des services qui après peuvent être en même temps externalisés et en même temps internalisés. Donc c'est comme ça qu'on voit que d'un site de e-commerce, il est passé à avoir un site qui permet de construire des sites de e-commerce
qu'il est passé vers du cloud. Enfin, c'est vraiment une idée qui a complètement transformé le numérique, en fait, en général. Alors, pour terminer la liste, qu'est-ce que vous diriez ce matin à Paul-Olivier Dehaye ? Ouf. Je sais pas, tu fais de ton mieux, continue et essaye de ne pas oublier ce qui est important pour toi. Ouais, lâchez rien. Oui, voilà, lâchez rien sur les idées. C'est peut-être aussi mon travers, c'est qu'il faut parfois savoir se modérer, savoir faire des compromis sans se compromettre. Ouais. C'est pas toujours mon fort, disons. mais voilà. Mais c'est plus facile sur le sujet des données. Des données industrielles et de l'intelligence artificielle que sur le sujet des données personnelles. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Paul-Olivier Dehaye, l'homme qui veut assainir le web. Il est avec nous, il est avec moi sur le plateau. On parle de l'intelligence artificielle, on parle également des données personnelles. Et puis, pendant la pub, on parlait un petit peu de quelques inquiétudes que peuvent avoir certains parents, que nous sommes. Et on se disait, cet outil qui nous accompagne tout le temps, j'utilise vraiment le mot outil tout le temps, ce téléphone qui est là, omniprésent dans nos vies et qui est souvent aussi en main des enfants à leur plus jeune âge. Là, il y a aussi danger. Et là aussi, vous aimez bien mettre un petit warning de temps en temps pour dire attention, parce que là, c'est pas anodin. Non, c'est pas du tout anodin. On expose des enfants qui sont jeunes, vers 10 ans, au web, quoi. Donc, il y a de tout. Il y a des choses absolument abominables. Et puis aussi des mécanismes de viralité, des mécanismes d'amplification, de recommandation, qui font qu'en fait, il est très difficile pour des gens externes, même les parents, de saisir ce qui se passe. Si on voit une petite fille qui tout d'un coup a du contenu sur l'anorexie qui est constamment recommandé, qui va encourager certains comportements, ça va l'influencer, c'est sûr. Ça se passe pour beaucoup d'enfants maintenant. Ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ouais. Là, qu'est-ce qu'il faut préconiser alors ? Il faut une éducation à l'école là-dessus, il faut dire il faut éduquer les parents aussi, là, quelque part, parce qu'il y a le côté facilité où finalement, on a un moment tranquille, on leur donne le téléphone, ils peuvent jouer, ou je sais pas quoi, ou surfer un moment sur le web. Là, il y a un gros souci, là, il faut qu'on se réveille, là, non ? Oui, mais c'est quoi faut agir, la solution ? Mais il n'y a pas la solution, il faut agir à plein de niveaux, parce que là, il y a des enfants qui sont dans cet écosystème, qui arrivent, qui débarquent tous les ans, qui reçoivent un téléphone. Donc il faut agir pour eux, mais il faut aussi peut-être un peu revenir en arrière en imposant des règles sur les réseaux sociaux, par exemple, sur la manière dont le profilage va fonctionner pour certains comptes, permettre plus de contrôle aux parents sur le fonctionnement des téléphones, des réseaux sociaux, des différents comptes que les parents ouvrent. Il y a peu de parents qui vont interdire à leurs enfants d'utiliser absolument ces outils numériques parce qu'ils se rendent compte que c'est nécessaire pour pouvoir fonctionner plus tard. Ce sera nécessaire dans cette société-là. Maintenant, en fait, on a relativement peu de contrôle en tant que parents sur les appareils, sur les usages. Ça peut toujours être contourné d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de problèmes autour de ça. Mais est-ce qu'il y a déjà une prise de conscience ? Parce que en fait, ça va partir de là. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on se rend compte finalement qu'il faut peut-être quand même se réveiller ? Alors, certains, oui. Donc, c'est sûr qu'il y a des parents qui sont angoissés par ça, qui s'en rendent compte, qui essayent de faire du mieux pour leurs enfants. Mais on fait face à la problématique Cambridge Analytica ou à la problématique liée à la politique et aux réseaux sociaux, mais sur une autre couche. C'est-à-dire que c'est pas une problématique individuelle. Fondamentalement, les données personnelles, c'est pas une problématique individuelle, c'est une problématique collective. Mes enfants, ils vont être exposés aux réseaux sociaux à plein de contenus potentiellement problématiques, pas parce que je leur aurais acheté un téléphone, pas parce que je leur aurais mis un téléphone dans les mains, mais parce qu'un autre enfant, dont les parents ont acheté un téléphone, vont leur montrer des contenus problématiques. Ça, c'est sûr. Et c'est le cas pour beaucoup de parents qui ont bien conscience des enjeux. Donc, il s'agit de s'immuniser, en fait, de s'immuniser en groupe. C'est pas un truc qu'on peut faire tout seul. Ouais, c'est ça. Ouais. Compliqué. Alors justement, on parlait des enfants. Pour vos enfants, vous avez choisi une musique soprano. Voilà. Le feu. Voilà. Ouais. Vous écoutez soprano un peu ou... Quand l'écoute, oui.
Oui, que je sais qu'ils apprécieront à la maison. Oui. Voilà. La musique, omniprésence dans votre vie, un peu Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Moi, je suis pas très musique. Ouais. Eux le sont plus, mais pas moi, non. Bon, merci beaucoup Paul-Olivier Dehé. On pourrait parler pendant des heures parce que le sujet est vaste et très intéressant. Ça sera peut-être l'occasion de revenir nous trouver prochainement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Beaucoup de projets intéressants autour d'Argo et d'Estia. Donc d'Estia AI. Il y a plein à faire et on cherche à vraiment être à la pointe sur ces sujets d'intelligence artificielle en Suisse. D'avoir une voix, d'ouvrir une brèche sur ces sujets pour les entreprises les plus innovantes en Suisse. Ouais. Et puis pour monsieur, madame, tout le monde, il y a un message peut-être ? C'est de ne pas... Oui, de faire sens de ces outils collectivement. Donc en groupe, encore une fois, c'est des problématiques qu'il faut approcher en groupe et pas individuellement. And the media.